La séance est ouverte. L'ordre du jour de notre séance de ce matin porte sur la communication du ministre de l'Enseignement supérieur, des universités et centres universitaires. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les conseillers, je voudrais, au nom de l'ensemble des conseillers et conseillers, présenter mes remerciements les plus sincères au professeur Moustapha Souran, qui a bien voulu accepter d'être le premier des ministres du gouvernement à se présenter devant le Conseil économique et social. Messieurs les ministres, lors de notre session d'installation, le chef de l'État n'a pas manqué de se référer à plusieurs reprises aux multiples maux dont souffre notre système éducatif, traversé depuis plusieurs années par des conflits récurrents. Cette situation, qui à la longue aura des répercussions néfastes sur nos générations futures, mérite l'attention et l'intervention de toutes les forces vives de notre pays pour lui trouver des solutions meilleures. C'est fort de sa mission de conseiller privilégié du gouvernement que le Conseil économique et social s'est senti presque obligé de se saisir en priorité de ce secteur, qui, faut-il le rappeler, bénéficie de près de la moitié de nos ressources budgétaires. Ce choix budgétaire est d'autant plus judicieux que l'une des principales exigences d'une croissance forte et durable est la disponibilité d'un capital humain de qualité. C'est pourquoi l'investissement des ressources humaines doit s'inscrire dans la durée pour améliorer le système éducatif et proportionnel au sentiment d'insatisfaction des principaux acteurs. Ainsi, enseignants et élèves ou étudiants trouvent insuffisants les efforts de l'État et réclament toujours plus et mieux. D'où les grèves récurrentes et sans fin qui empêchent le déroulement normal de l'acte académique et qui risquent de remettre en cause la viabilité du même système. Monsieur le ministre de l'Éducation, si les questions financières, bourses, salaires et indemnités, entre autres, occupent une place importante dans les revendications des enseignants, des étudiants, d'autres questions non moins importantes méritent également d'être correctement prises en charge. Il s'agit essentiellement des questions d'accès aux établissements publics, de financement du système et de sa qualité. S'agissant de l'accès, il convient de noter que l'évolution de la capacité d'accueil des universités et centres universitaires ne suit pas celle de la demande. En effet, une bonne partie de nos nouveaux bacheliers n'ont d'autres options que de s'inscrire dans des instituts privés, du moins pour ceux qui ont les moyens. Il convient à ce niveau de réfléchir sur les cas particuliers de l'université Gaston Berger, dont le nombre d'étudiants est inférieur à l'effectif du centre universitaire de Ziguinchor, tant au taux d'absorption est dérisoire face à l'importance de la demande. Ne faudrait-il pas par ailleurs revoir le système d'orientation des bacheliers en les affectant autant que faire se peut dans des universités et centres universitaires de leur région? S'agissant du financement, ne devrait-on pas penser à la diversification des sources de financement par une ouverture au secteur privé? Pour tenter de répondre à toutes ces préoccupations et y apporter la contribution du Conseil économique et social à une année apaisée et normale, un comité ad hoc a été mis en place regroupant les conseils issus du système éducatif. Le rapport de ce comité ad hoc
doit être complétée sur la base de la contribution des ministres compétents. C'est à cet effet que nous avons sollicité les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'enseignement moyen pour nous faire le bilan de l'année 2009 ainsi que les perspectives 2009-2010. Après la communication du professeur Moustapha Souran et avant que les débats ne soient ouverts, la parole sera donnée à notre collègue le professeur Bounagnan pour qu'il nous présente la synthèse de leur rapport dans la partie enseignement supérieur. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu. Je vous passe la parole. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, vous féliciter très chaleureusement, Monsieur le Président, pour votre nomination à la tête de cette institution extrêmement importante dans l'ordonnancement juridique sénégalais, en l'occurrence le Conseil économique et social, pour qui vous connaît aussi, qui connaît votre passage dans les différents ministères et l'expérience que vous avez accumulée. Je crois que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous avez géré les collectivités locales, vous avez géré beaucoup de secteurs économiques. Je ne doute pas que le choix du chef de l'État du Sénégal a été un choix extrêmement important. Je voudrais donc vous féliciter très sincèrement et vous dire que nous vous souhaitons plein succès dans cette mission. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter, je l'ai fait pour certains membres que je connais, très sincèrement les membres du Conseil économique qui ont été élus, qui ont été choisis pour siéger et apporter leur expertise. J'ai vu la photographie de la composition interne du Conseil. Effectivement, tout le pays est représenté ici. Il y a là un jugement d'expertise qui peut aider dans le règlement de beaucoup de problèmes. Je voudrais donc leur dire que c'est une mission exaltante. Le rôle du Conseil économique, je peux le dire, Monsieur le Président, pour en avoir été membre dans les années 90, est un rôle extrêmement important. Moi, j'ai beaucoup appris ici en siégeant au Conseil économique et vu le caractère transversal des questions qui passent, chacun dans son secteur apprend aux autres, mais lui apprend des autres. Et les membres du gouvernement aussi apprennent beaucoup en échangeant avec des forces réelles de l'économie. Comme on le dit souvent, dans une république, il est très important que les paroles se croisent et que les expertises se croisent, parce qu'effectivement, la vérité n'est pas seulement d'un côté. Et c'est donc de ce bouillonnement de culture, d'idées que probablement naîtront les choix les plus pertinents de notre pays. Je voudrais donc vous féliciter et vous remercier très sincèrement de m'avoir invité. Je ne savais pas que j'étais le premier à venir, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu. C'est aussi quelque part ma rentrée ministérielle après le Conseil économique, le Conseil des ministres. Je voudrais donc, Monsieur le Président, s'agissant maintenant du rôle et de l'importance que vous avez esquissée de l'éducation dans notre pays, vous dire que dans l'option du Sénégal et dans l'option du chef de l'État du Sénégal, l'éducation est le moteur du développement tout court. C'est-à-dire que dans le cadre des choix économiques, des choix politiques, l'éducation occupe un poste aussi important qu'un poste économique qui est potentiellement facteur de développement. C'est que dans les années 50, le chef de l'État avait appelé le facteur non spécifié du développement, c'est-à-dire qu'à côté du capital, à côté des situations naturelles, l'éducation, la formation des hommes et des élites constitue un moyen de développer. Parce que si vous regardez l'exemple des dragons d'Asie, c'est des pays qui n'ont aucune ressource naturelle particulière, mais qui ont investi sur les hommes à autour de 70% de leur budget. Et c'est le cas du Japon, de la Corée, de Singapour, qui a la superficie du Cap-Vert, mais qui fait le PIB de 20 pays africains, uniquement à partir de l'expertise. C'est vous dire donc que le développement du savoir est un développement extrêmement important pour un pays. Or, le Sénégal a un avantage comparatif, parce que depuis l'aube des temps, nous avons été l'élite, nous avons formé l'élite africaine, nous avons aussi, dans notre culture, valorisé la formation et l'éducation. Ce qui nous vaut au Sénégal, ce culte du diplôme. Les Sénégalais sacrifiera tout sauf deux choses, une maison et l'éducation de ses enfants. Et ça, c'est un capital de base extrêmement important. Maintenant, dans le développement de l'éducation, le développement de l'éducation des filles constitue le moteur du développement de l'éducation lui-même. Donc, il y a là, et de ce point de vue-là, les agrégats qui sont réunis actuellement au moment où je vous parle, dans l'enseignement élémentaire, moi, mais un collègue vous le dira tout à l'heure, nous avons atteint des niveaux qui nous permettent de dire qu'on a stabilisé. Quand vous avez un taux de scolarisation de l'élémentaire de TBS de 90%, c'est un acquis, vous ne pouvez plus redescendre, vous pouvez simplement progresser.
quand vous avez la parité garçon-fille depuis 2006, le Sénégal fait partie des 30 pays qui l'ont atteint, et que vous avez un taux de progression de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, le problème qui reste maintenant, que faire des bacheliers qui arrivent dans le supérieur? D'où la pertinence de l'importance de savoir qu'est-ce qu'on fait de tous les investissements qui se sont produits depuis le CI jusqu'à la terminale. Or, si nous n'avons pas des structures d'accès, de qualité et de gestion dans l'enseignement supérieur, nous risquons de perdre tout ce que nous avons investi. Or, la dernière conférence mondiale sur l'enseignement supérieur qui s'est tenue il y a 3 mois à l'UNESCO a considéré que la locomotive des OMD pour tous les secteurs, c'est d'abord l'enseignement supérieur. Parce que c'est l'enseignement supérieur qui forme ceux qui forment. Et qu'à ce titre, le développement de l'enseignement supérieur a été un développement extrêmement important. J'en profite d'ailleurs, Monsieur le Président, pour informer les membres du Conseil que dans le cadre des conférences régionales qui ont eu lieu pour la préparation de la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, la conférence qui s'est tenue à Dakar a été considérée par l'UNESCO comme la meilleure conférence régionale du monde. Elle a été citée explicitement dans le cadre du document de Paris pour l'agenda des 30 prochains des années à venir pour servir de locomotive. C'est un hommage extrêmement important, non seulement à l'expertise de notre pays, mais aussi à la confiance que l'UNESCO a placée dans le Sénégal, parce que la conférence a été tenue ici au Sénégal. Et la déclaration de Dakar sur l'enseignement supérieur a été le seul document du monde à être cité parmi les 5 déclarations continentales. Ce qui veut dire que nous avons là aussi un potentiel de développement et une confiance de la communauté internationale. En matière d'éducation, c'est très important. C'est comme la monnaie, c'est une question de confiance. Le monde extérieur a confiance à ce que nous faisons ici au Sénégal, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le facteur limitant maintenant se situe à d'autres niveaux. Mais ce n'est pas probablement un problème de niveau. Je voudrais donc, Monsieur le Président, ces préalables faits, vous faire quelques points. Je donnerai le document écrit qui résume l'ensemble de la feuille de route de l'enseignement supérieur. C'est un document que nous avons tiré, mais là j'ai fait un abstract, un résumé de ce qu'il y a dans ce document pour vous faire le point sur l'état des lieux et surtout les perspectives de la future feuille de route universitaire telle que c'est définie par le gouvernement du Sénégal. Donc les options, le contexte et les options depuis l'alternance, c'est que les options fondamentales des nouvelles autorités qui ont fait le pari de faire du Sénégal un pays émergent aux horizons 2015-2020, grâce à la qualité de ses ressources humaines, ont consisté à mettre de grands moyens à la disposition de l'éducation et de la formation à travers le programme national de l'éducation et de la formation PDF. La deuxième phase du PDF a atteint l'essentiel de ses objectifs et la préparation de la troisième phase connaît une bonne évolution, comme je l'ai signalé tout à l'heure. La mise en œuvre du programme est satisfaisante, comme le démontre le taux de scolarisation qui a atteint pour l'élémentaire 90% pour le Sénégal, la parité garçon-fille à l'élémentaire et la décentralisation du système vers les régions et les départements. Les études récentes de la Banque mondiale et de l'UNESCO, comme les conclusions de la récente conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, ont montré le rôle stratégique du sous-secteur de l'enseignement supérieur dans l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous, dans la réduction de la pauvreté et dans les avancées technologiques. Cette certitude a d'ailleurs amené l'UNESCO et la Banque mondiale à constater que l'Afrique doit multiplier par 3 le niveau actuel de son enseignement supérieur si elle va atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Ceci est d'autant plus urgent pour le Sénégal que le document de réduction stratégique de la pauvreté 2006-2010 du ministère de l'économie et le rapport de la Banque mondiale rappellent que cette nette corrélation entre baisse de l'incidence financière de pauvreté et le niveau de formation du chef de famille. En d'autres termes, plus un chef de famille est formé, plus le niveau de pauvreté baisse parce qu'il s'organise pour être opérationnel. L'enseignement supérieur permet par ailleurs aux pays les moins avancés de rattraper le retard économique et scientifique vis-à-vis des nations développées. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui date de 2009 qui est très explicite, qui dit en réalité que les pays africains peuvent rattraper l'essentiel de leur retard s'ils arrivent à investir suffisamment dans l'enseignement supérieur, parce que beaucoup de ressources, beaucoup d'éléments du savoir sont déjà disponibles dans le net et l'économie du savoir permet des bons qualitatifs qui n'existaient pas avant. Le Sénégal émergent donc que nous voulons construire selon les options du chef de l'État passe nécessairement par une formation universitaire et supérieure de qualité ouverte à tous. C'est ce credo qui balise depuis 2000 toute la politique du secteur de l'éducation et du sous-secteur de l'enseignement supérieur, politique dont je souhaite vous présenter les grandes lignes et les importantes réalisations. Depuis 2001, l'État du Sénégal a engagé la réforme du sous-secteur de l'enseignement supérieur intégré au PDF,
avec la mise sur pied d'une commission carte universitaire chargée de proposer un schéma directeur d'élargissement de l'accès au supérieur, articulé à une décentralisation qui devrait désengorger la principale université Cheikh Anta Diop de Dakar aux effectifs insoutenables et permettre aux différentes formations supérieures de répondre aux besoins en ressources humaines de qualité pour notre tissu économique. L'enseignement supérieur devrait devenir désormais un des moteurs essentiels de la croissance par la pertinence de ses programmes et par le dynamisme de sa recherche scientifique. Une option stratégique fut prise qui a consisté à dessiner une nouvelle carte universitaire décentralisée qui s'appuie sur une profonde réforme en plusieurs points. Il y a d'abord la professionnalisation de l'enseignement et de la formation. On s'est rendu compte que le reproche majeur qui a été fait pendant très longtemps, c'est que l'université de Dakar, qui était là, cela existait, formait des cadres qui étaient déconnectés par rapport à la réalité. Et les chefs d'entreprise estimaient qu'on leur donnait souvent des cadres qui ne savaient rien faire de leur du doigt. L'objectif maintenant, c'est de voir dans quelle mesure nous orienter vers une filière de professionnalisation. Parce qu'en fait, même dans les séries littéraires, il est possible de professionnaliser les filières, c'est-à-dire permettre à ceux qui sont formés de ne pas avoir que le choix pour enseigner, mais pouvoir faire autre chose. Par exemple, en informatique, les littéraires peuvent avoir des possibilités. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Nous avons orienté des bacheliers L2